Bonjour, bienvenue au salon virtuel de la périnatalité. Donc, on est sur le dernier jour de ce salon, donc avec Emmanuel du Village des Naissances et donc moi-même Marie-Laure Labelle and Kids. On est ravis d'accueillir ce matin Anne-Laure de Graines de Lys. Donc Anne-Laure, elle est auxiliaire de périculture et aussi dans l'accompagnement périnatal. Et donc aujourd'hui, elle nous retrouve pour nous parler du Dunstan Baby Language, donc savoir décoder les pleurs de bébé. Hein, c'est ce sujet si universel et si intéressant qu'Anne-Laure vous propose ce matin. Vous allez voir, c'est passionnant. Anne-Laure, c'est à toi quand tu veux. Bonjour à tous. Donc oui, comme m'a présenté Marie-Laure, donc moi je suis instructrice de Dunstan Baby Language depuis presque 5 ans maintenant. Et donc je vais vous présenter un petit peu ce que c'est. Donc elle m'a présenté un petit peu rapidement, Marie-Laure, j'avais également préparé une petite présentation. Donc je suis auxiliaire de puère depuis 12 ans cette année-là. Donc instructrice de Dunstan Baby Language. Je fais du massage bébé, massage adulte, tout ce qui est accompagnement à la mise en place de l'allaitement, du thé bébé. Donc voilà, donc moi j'ai un gros travail autour de la libération des émotions et de la compréhension des bébés. Surtout, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance parce que pour moi c'est hyper important. C'est qu'on pratique le DBL, donc le Dunstan Baby Language. Vous allez beaucoup m'entendre dire DBL parce que c'est moins long. Avec des bébés qui sont nés à terme et avec des bébés sans pathologie particulière. C'est-à-dire que, notamment sur le son de la faim, sur des bébés qui vont être nés prématurés ou sur des bébés qui sont en perte de poids et qui peuvent être notamment se mettre en économie d'énergie, aller chercher le son nez, vous n'allez pas forcément le trouver parce que ce ne sont pas forcément des bébés qui vont avoir la force de le faire. Donc pour moi, c'est important de dire qu'on fait ça avec des bébés qui vont bien. Et de toute manière, on suit toujours les indications médicales. Si vous avez une indication de votre médecin à faire ou à ne pas faire quelque chose, vous suivez toujours l'indication du médecin. Pour moi, c'est hyper important. Le Dunstan Baby Language, donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce qu'on va appeler le langage naturel de bébé. C'est une approche qui met en évidence que partout dans le monde, les bébés communiquent clairement leurs besoins dès la naissance. C'est un langage qu'on va particulièrement entendre entre 0 et 4 mois. On peut même l'entendre encore de façon très nette jusqu'à 5 mois. Ensuite, les bébés commençant à babiller de plus en plus, eh bien, à ce moment-là, on va moins l'entendre ou en tout cas, moi, j'arrive encore à l'entendre. Je l'entendais à titre personnel sur ma fille jusqu'à ses 2 ans, par exemple, le son du sommeil. Mais quand c'est mélangé à d'autres babillages, c'est plus difficile quand on n'a pas été habitué à le repérer chez son bébé, d'arriver à se dire: «Là, c'est du babillage et là, c'est un son qui est lié au DBL». C'est vraiment une approche qui est hyper facile. Souvent, c'est une question que les parents me posent: «Est-ce que c'est difficile?» Non, pour moi, c'est juste quelque chose qu'on sait souvent de façon très intuitive. Dans ma pratique d'auxiliaire, quand je rentrais dans une chambre, très régulièrement, je dis aux mamans: «Mais là, votre bébé, il a faim». Et quand les parents me disaient: «Bah, vous comment vous savez que c'est ça?» À part dire: «Bah, c'est l'expérience parce que j'en vois plein des bébés», je savais pas expliquer. Je savais que c'était la faim qu'il était en train de manifester, cet enfant, mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, tout simplement, là, le DBL, ça vous donne des points d'observation sur votre bébé avec notamment, on va le voir, les réflexes archaïques qui permettent plus facilement de comprendre et d'avoir plein de petites nuances pour les comprendre au plus près. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les regarde pas toujours, mais Marie-Laure, se fera un plaisir de me les relayer. Je vais juste faire un petit point sur les pleurs. Il faut savoir qu'en moyenne, un bébé pleure entre 2 heures et 2 heures et demie par jour entre ses 3 semaines et ses 10 semaines. Donc les pleurs, c'est un moyen de communication pour le bébé. Et donc, le DBL, ça n'a pas but parce que ça, c'était des questions des parents, ça ne fait pas stopper les pleurs. Un bébé, les pleurs, c'est son seul moyen de communication et le but, c'est vraiment là de pouvoir les entendre et que vous, en tant que parent ou en tant que professionnel accompagnant des tout petits, ça permet d'être beaucoup plus serein dans l'accompagnement et de répondre au plus près à leurs besoins, mais ça n'empêche pas tous les pleurs et ça n'empêche pas les pleurs de décharge notamment, voilà. Pour moi, c'est important de le dire. Pour moi, on ne peut pas parler, du DBL sans faire un peu de prévention, sur le syndrome du bébé secoué.
Pour moi, c'est, hyper important d'en parler. Le syndrome du bébé secoué, aujourd'hui en atelier, quand je demande aux parents: «Est-ce que tout le monde en a entendu parler?» Maintenant, j'ai que des oui. Et ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire que les sages-femmes, elles en parlent, que les pédiatres en parlent. Le syndrome du bébé secoué, c'est un adulte, qui va se mettre à secouer de façon très violente un enfant, et ça peut avoir des séquelles irréversibles, ça peut créer des handicaps et notamment, ça peut aller jusqu'à la mort du bébé, dans les cas les plus graves. On entend beaucoup sur les réseaux qu'il ne faut pas laisser pleurer les bébés. Je suis d'accord, on ne laisse pas pleurer autant que possible un bébé. La seule exception qui va faire qu'on laisse un bébé pleurer, c'est si en tant qu'adulte, on devenait un danger pour lui et qu'on n'est plus capable, nous, de gérer nos émotions. Et pour moi, c'est important dans ces cas-là de se dire: «Ben, stop, j'arrête là. Je pose mon bébé dans son lit en sécurité et je sors de la pièce». Même si on a les outils, même si voilà, ça peut arriver à tout le monde avec l'état de fatigue qu'on peut connaître en tant que jeune parent, ou en tant que professionnel aussi, parce que c'est pas toujours facile en tant que professionnel. Pour moi, c'est important, voilà, de se dire: «OK, le DBL, c'est un outil». Pour moi, c'est un outil de prévention du syndrome du bébé secoué, mais le DBL ne répond pas à tout et que si jamais ça arrivait, vous avez le droit de laisser pleurer votre bébé sur, des temps, plutôt courts et de demander du relais dans ces moments-là. Et donc je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la présentation de ce que c'est exactement le DBL. Le DBL, donc le Dunstan Baby Language, porte son nom parce que c'est Priscilla Dunstan qui en a fait la découverte. Priscilla Dunstan, en fait, dès son plus jeune âge, elle avait ce qu'on appelle l'oreille, et elle a toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle l'oreille absolue. À 7 ans, elle était capable, en entendant une seule fois un morceau de Mozart, de se mettre au piano et de se mettre à jouer sans avoir la partition. Et ce qui va se passer, c'est ce qu'elle explique, dans son livre, «Il pleure, que dit-il?», qu'à la naissance de son fils en 98, Tom était un bébé qu'on appelle un baby, un bébé aux besoins intenses, donc un bébé qui pleurait beaucoup et un soir de désespoir, elle commence à noter ce qu'elle entend, en fait, dans les pleurs de son bébé et ce qu'elle apporte comme réponse. C'est-à-dire que j'entends «nez», je lui donne à manger, il arrête de pleurer en faisant «nez». OK, il y a peut-être un truc. J'entends «nez», je le change de position ou je change sa couche, je continue d'entendre «nez» et donc petit à petit, elle va classifier les pleurs comme ça et entre 98 et 2006, très rapidement, il va y avoir une classification of baby cries, qui va être faite avec des études cliniques, qui ont été faites aux États-Unis, en Australie, parce qu'elle est australienne et en Angleterre, auprès des mères et de voir en fait si ce qu'elle, elle appliquait à son propre bébé, si ça s'appliquait également au bébé des autres. Il s'est avéré que les classifications montrent que, peu importe, la langue aussi, parce que ça dépendait, ils ont pris des gens de toute ethnie avec, des langues maternelles différentes, et pour le coup, à chaque fois, peu importe la langue que parlait la mère, il s'avérait que, et bien, les bébés pleuraient de la même façon, donc c'était pas en lien avec la langue qu'auraient pu entendre les bébés, avant la naissance dans le ventre des mamans. Les bénéfices du DBL, en tout cas, voilà, et c'est des choses que me rapportent beaucoup les parents, c'est qu'on a un bébé qui est beaucoup plus calme. C'est des bébés qui sont compris, parce qu'en fait, on répond rapidement à leurs besoins et donc c'est des bébés souvent, qui vont très rapidement comprendre qu'on va répondre à leurs besoins, donc il y a pas besoin de dire les choses très fort. On a un sommeil qui est plus apaisé chez les bébés. Moi, je trouve que c'est un outil qui est génial, pour savoir à quel moment coucher son bébé et sortir du, «Est-ce que je laisse pleurer ou pas?» Pour le sommeil. Parce qu'en fait, parfois, on se rend compte qu'on a juste des bébés qui vont faire ce qu'on appelle des pressons et sur le sommeil, c'est très présent et en fait, des fois, bébé ne pleure pas, on a l'impression qu'il est en train de discuter. En fait, il est en train de dire: «Je suis fatigué». Et donc dans ces moments-là, c'est de se dire, soit j'accompagne en mettant en place le rituel, soit peut-être que bébé est déjà en capacité de commencer à essayer de s'endormir tout seul. Mais c'est hyper intéressant sur ce point-là. Il y a le sentiment de compétence parentale. Moi, en tout cas, ça ressort de tous les ateliers, c'est que les parents sortent hyper confiants, en se disant: «OK, en fait, il y a déjà des sons quand les bébés sont nés que les parents ont entendus et moi j'ai juste donné les petits points de lumière là, qu'il fallait regarder pour mieux comprendre». Et puis il y a moins de stress parce que les pleurs, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, chez les jeunes parents, peut être source de stress, surtout qu'on vous vend des bébés qui ne doivent pas pleurer alors qu'un bébé, ça pleure et ça communique et c'est normal. Et là, on va passer au son.
Donc je vais juste faire une petite parenthèse, je vais pas pouvoir faire, tous les sons aujourd'hui parce que Marie-Laure m'avait dit à peu près 25 minutes, et je n'ai pas le droit de vous diffuser les vidéos qu'on diffuse en fait en atelier, parce qu'il y a un replay et qu'en fait les vidéos sont protégées par un copyright, aux États-Unis et si, la vidéo sort, voilà, moi je vais avoir des problèmes et les filles vont voir la vidéo retirée sur YouTube, donc malheureusement je ne peux pas, vous diffuser les vidéos des sons qu'on a en tant qu'instructrice. Parenthèse terminée. Donc en fait, on a 5 sons, sur lesquels, on a les vidéos et sur lesquels on peut vous montrer, et vous expliquer vraiment les sons. Donc on a le nez qui est G fin, le comme ça, qui est le seul son que je ne sais pas vous faire, qui est un R normalement qui roule très fort là dans l'arrière de la gorge, qui a un pleur très strident, qui va être j'ai des gaz, j'ai des coliques. On a le HAU que moi j'entends AE avec, voilà, je ne parle pas plusieurs langues. Les gens qui sont en général bilingues arrivent à entendre le HAU. Moi, version très française, je n'entends que le AE qui est j'ai sommeil. On a le HE qui est je suis inconfortable, il y a quelque chose qui me gêne. Donc là, on va plutôt être dans un réflexe tactile. Ça va être des petits boutons qui grattent, l'étiquette qui gêne, la position qui est plus confortable. Et on a le HE qui est j'ai besoin de rôter. Est-ce que pour l'instant tout est clair? Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est bon. Il y en a d'autres aussi, donc je vous ai mis, la fiche qu'on peut trouver sur Aptoy, vous avez un peu aussi, des petites infos. Donc, dans ceux qu'on n'a pas en vidéo aujourd'hui, on n'a pas le gain, le léaol et le ouin. Elles étaient en train d'essayer de récupérer, des vidéos, mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc il y a le gain ou le gni qui est j'ai mal aux dents. On a le léaol, qui est, je me sens seule, j'ai besoin d'interaction et le ouin qui est en général un son qu'on entend, quand les bébés sont épuisés et qu'ils en peuvent plus. Donc le ouin, en général, les parents le repèrent assez facilement. Le gain, le gni, moi je les ai pas beaucoup entendus, sur tous les bébés que j'ai vus et le léaol non plus. C'est pas comme j'ai pas vu de vidéo, je les ai pas à l'oreille pour le coup, alors que les autres, il y a pas de souci. Donc, le DBL, ça va être une structure de mots. On part en fait d'un besoin, donc par exemple le besoin de manger qui est en général relié à un réflexe archaïque, ce qui nous donne, nous, ce qu'on appelle un mot en Dunstan Baby Language. On va s'appuyer sur quoi? C'est l'observation du bébé. C'est-à-dire que ça reste la première chose avant d'écouter le bébé, eh bien, on regarde ce qui se passe au niveau du visage. Par exemple, le son de la faim, c'est un son où les bébés vont beaucoup chercher à l'extérieur parce qu'ils comprennent très vite que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, que c'est quelque chose qu'on doit leur apporter. Le sommeil, par exemple, on a des bébés qui vont beaucoup plus chercher à se cacher, à voilà, à vraiment fuir la lumière et donc à avoir les yeux qui vont plus se fermer, par exemple. Sur un bébé qui a faim, on va pouvoir observer les poings qui se portent à la bouche. Voilà, il y a plein de petits points d'observation qui rentrent aussi dans le Dunstan. On va écouter le son et le pleur. Je parle pas toujours que de pleurs, on parle aussi de son parce que notamment le son du sommeil est un son qui peut arriver jusqu'à 10-15 minutes avant les premiers signes de sommeil, donc avant que bébé se mette à bâiller ou, à se frotter les yeux notamment et on a des petits bébés qui vont être sur les tapis, qui vont faire: «Ah, ah, et puis nous on est trop mignons là, on se dit: «Oh c'est trop chou, tu rentres en communication avec moi» et on commence à parler plus fort et à les stimuler et au bout de 5 minutes, on a un bébé qui se met à hurler et à pleurer parce qu'en fait on l'a stimulé alors que lui, il y avait toutes les petites hormones du sommeil qui étaient en train de se mettre en place. Et donc des fois, souvent en atelier, j'ai plein de parents qui me: «Ah oui, effectivement, cette situation me parle». Donc il y a ça et il y a aussi les réflexes archaïques et les réflexes archaïques, donc ce sont des réflexes, pour le coup qui sont, liés en fait, à la naissance, notamment et ce sont, voilà, c'est un sujet très vaste et on va vérifier à la naissance qu'ils sont bien présents. Donc vous avez, le réflexe de grapping, on va avoir le réflexe de succion, vous avez le réflexe des points cardinaux là, hop, quand on tapote ici, on a les bébés qui tournent la tête. Il y a le réflexe, qu'en général les pédiatres adorent, qui est la marche automatique. Voilà, s'il y a des mamans enceintes, vous verrez en maternité, regardez le sourire du pédiatre à ce moment-là. En général, ils ont tous un sourire, c'est leur petit moment de show, là où ils savent que ça va faire effet devant les parents et c'est plus drôle des fois de regarder la tête du pédiatre.
Et voilà, ce sont des réflexes qui sont présents et on va s'appuyer sur ces réflexes-là, notamment pour la faim. Tout simplement, le bébé cherchant à téter, la petite langue va monter au palais et comme la langue monte au palais, eh bien, ça va produire le son nez. Je vous expliquerai ça un petit peu plus particulièrement après. Et là, on y est. Donc, le nez, qu'est-ce qui se passe? On a notre petite langue là, qui va chercher à monter au palais. Donc la langue, elle monte au palais et quand on met notre petite langue au palais, le seul son qui peut sortir, et là vous allez pouvoir vous amuser à le faire, c'est «n» ou «l» si on a la langue qui part vers l'arrière en fait, qui se courbe vers l'arrière du palais. Et donc les bébés, ils font «nez, nez» en fait en ouvrant, tout simplement. C'est, vraiment le son où il faut nourrir le bébé. Moi, ça m'arrive régulièrement de l'entendre même chez des bébés qui sont au biberon. Alors je dis pas qu'il faut, suralimenter les bébés, mais parfois quand on est dans des périodes où, les bébés demandent à augmenter les quantités, et ben, on peut entendre ce son-là et en fait, ce sont des bébés qui ont faim et qui mériteraient d'être nourris un petit peu plus avant, d'avancer, le biberon, à 2h30 au lieu de 3 heures. Et parce qu'en fait, ces bébés ont vraiment faim et quand on entend ce son-là, ça ne peut être que la faim. On a une petite variante là, notamment, l'été, qu'on entend beaucoup, qui va être na. Na, c'est j'ai soif. Donc, je pense que les filles ont dû en parler sur la table ronde de l'allaitement. J'étais pas dispo, je pense que vous pourrez voir sur les replays, mais sur des bébés, notamment à l'été, on ne donne pas d'eau, voilà. On propose le sein et donc na, c'est vraiment j'ai soif. C'est, un son qu'on entend aussi beaucoup, dans les pays où il fait très chaud. Là, moi, je commence à l'entendre autour de moi sur les tout petits bébés que je peux côtoyer. Le na commence à arriver parce que les chaleurs ont été très soudaines et donc on a des bébés qui réclament à boire entre, les tétées. J'ai pas préparé les slides pour les autres, mais je vais en faire un petit bout aussi. Pour le coup, donc sur le how qui est le son du sommeil, donc le how, hop, si je vous le remets, tac, on est là, tac, que moi j'entends AE. Eh bien, c'est un son où, on va avoir la bouche qui se met vraiment en ballon de rugby. Là, c'est lié au réflexe du bâillement. C'est: «Oh!» Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est vraiment cette position de «Oh!» comme ça. C'est des petits sons, en général, où là, on va pouvoir entendre sur le tapis une succession de petits sons, mais vraiment, comme je vous le disais, 10 minutes, un quart d'heure avant les premiers signes de sommeil. On peut vraiment avoir «Ae, ae, ae» et ils nous le disent plusieurs fois d'affilée. Et là, voilà, là, c'est qu'on sait que le bébé est fatigué et que ça vaut le coup de commencer à aller changer la couche, à baisser la luminosité, à ralentir dans nos mouvements. Voilà, pour inciter le bébé à rentrer plus facilement, en fait, dans les portes, du sommeil. Et quand, voilà, il y a ce son-là, c'est hyper intéressant de le repérer parce que vraiment, enfin moi, ça j'ai plein de mamans, et de papas aussi, hein, mais en général, j'ai beaucoup de mamans en atelier, qui me disent qu'en fait, ça simplifie et qu'en fait, ils arrivent plus facilement à repérer le rythme de leur bébé, et qu'il y a moins de périodes où en fait, enfin, le bébé loupe sa porte d'entrée du sommeil et bébé derrière, il s'agace parce qu'en fait, il a pas été couché au bon moment. Et ça se réduit vraiment quand on entend, le son du sommeil. On va avoir le R, donc le comme ça, qui est vraiment ce R qui roule là, à l'arrière de la gorge. Ce son-là, donc que je n'arrive pas à faire, moi, c'est le son je dis toujours à maman ou papa, c'est le son où vous ne pouvez pas vous dire: «OK, 2 minutes, je vais faire pipi, je reviens». C'est un son où en général, ça nous prend aux tripes. On a des bébés au niveau du faciès qui vont être très tendus. On a les plis là, nasaux, ah j'ai perdu le mot. Enfin bref, les ici là, les petites ridules là, qui sont très marquées, des yeux qui sont très fermés, les poings qui sont très serrés, des bébés qui sont très tendus. Et bien là, pour le coup, c'est vraiment: j'ai mal au ventre, j'ai des gaz qui gênent ou j'ai des coliques. C'est un son, qu'on va pas forcément entendre chez tous les bébés, parce que heureusement, il y a des bébés qui n'ont pas souvent mal au ventre et qui n'ont jamais de coliques, ça arrive, et donc ce son-là, on peut ne jamais l'entendre chez son bébé, ce que je vous souhaite. On va avoir ensuite le «hé». Le «hé», c'est vraiment un son, où les bébés, ils sont inconfortables et moi ça
en point de repère pour réussir à l'identifier. Je pense toujours aux petits chiens qui allaitent. En général, quand on les entend, ils font c'est le son qu'on va entendre. Alors là, c'est bon, on va le réentendre celui-là. C'est quand vous sortez les bébés des cosy là. On l'entend l'hiver aussi quand on arrive, il fait froid et on rentre à l'intérieur et il fait très chaud. Et quand on enlève bébé du cosy, on entend qu'est-ce qui se passe? En général, ils ont un peu transpiré dans le dos et donc en fait, c'est pas hyper agréable d'avoir, quelque chose d'un peu moite. D'un seul coup, ça fait des petits courants d'air dans le dos et là, on va avoir ce son-là qui arrive. Moi, quand je faisais mes ateliers sur Nantes, sur une boutique qui n'existe plus, je savais qu'à 11:30, il y avait des grandes, grandes, grandes baies vitrées. Je savais qu'on allait entendre ce son-là à 11:30. J'avais même pas besoin de regarder ma pendule parce qu'il se mettait à faire très, très chaud. Ce qui se passait, c'est qu'en général, les mamans et les papas avaient déshabillé les bébés, sauf qu'ils n'avaient pas enlevé les chaussettes. Et je savais à coup sûr qu'on allait au moins avoir un bébé qui allait me faire ce son-là. Et on avait la preuve à chaque fois, c'était très drôle, c'est que le bébé, il y en avait toujours un qui se mettait à faire comme ça et je disais aux parents: «Testez d'enlever les chaussettes, vous allez voir». Ils enlevaient les petites chaussettes et hop, on n'avait plus le son. Et tout simplement, c'était quoi? C'était qu'en fait, il faisait chaud, que sur les pieds, ça gênait bébé, que les petits pieds devenaient moites et que c'était pas agréable. On enlevait les chaussettes, on arrêtait d'avoir le son. C'est un son qu'on va retrouver aussi, sur les super fabricants de marques de vêtements pour enfants qui, à 3 mois, vous mettent des super capuches là et que la capuche, elle appuie dans la nuque. Sauf que bébé, quand il est sur le dos, c'est pas hyper confortable. Et ben, on a des bébés qui peuvent faire ce son-là parce qu'en fait, la capuche va les gêner, ils sont inconfortables. C'est un son qu'on entend aussi quand ils commencent à se retourner et qu'ils se retrouvent coincés sur le ventre et qu'ils n'arrivent plus à se remettre sur le dos. On a des bébés qui peuvent faire ce son-là, pour dire: «Eh oh, là ça va pas, je suis pas bien». C'est un son, voilà, qu'on va avoir sur, des bébés qui ont de l'eczéma. Ça, par contre, on l'entend beaucoup parce que ça gratte et c'est inconfortable. Ça va être les piqûres de moustiques, l'étiquette du body qui gêne, qu'on n'a pas coupée ou elles sont longues comme ça. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça où on arrive en fait à retrouver. À la fois, c'est un son qui est génial, à la fois, c'est un des sons, je trouve, qui est le plus difficile parce qu'il y a un panel de choses qui peut gêner, qui est énorme. Ça peut être: j'ai chaud, j'ai froid, ça me gratte, ça me gêne, je suis pas confortable, voilà. On a des bébés aussi, qui peuvent le faire, quand, on a des bébés qui supportent pas d'avoir des selles dans la couche ou des urines. Et là, pour le coup, je vous invite à aller voir le replay, de Miss Psychomote, voilà, où là, pour le coup, je pense qu'elle en parle beaucoup mieux que moi, donc je vais pas m'étaler en atelier. À chaque fois, je renvoie sur son compte parce que je suis pas assez formée en HNI. Mais voilà, là, pour le coup, c'est des bébés qui peuvent le faire parce que ça va les gêner. Et ensuite, on a le «hé». Le «hé», c'est j'ai besoin de rôter. Le «hé», il faut imaginer sur le diaphragme comme une petite balle de ping-pong qui rebondit. Donc moi, ça, c'est mes images pour pouvoir, m'en souvenir et les entendre. Et on a vraiment le «hé», comme ça. En fait, il cherche à faire monter le diaphragme pour que le rot, il sorte. En fait, dans l'image, c'est vraiment ça. Et donc on a cette petite balle qui cherche à sortir. Le «hé», il est hyper intéressant parce que, souvent, on pense que le bébé va avoir besoin de faire son rot dans la demi-heure qui suit le biberon. Alors que c'est pas forcément vrai. On a des bébés, qui peuvent faire des rots parfois presque 1 heure après le biberon, voire 2 heures. Et ça arrive très régulièrement la nuit. Comme souvent la nuit, ben, on les repose un petit peu plus rapidement parce qu'on est fatigué et qu'on a aussi envie de dormir. Eh bien, c'est des bébés qui peuvent se réveiller en faisant ce son-là et en fait, on les prend, on les fait rôter, on les recouche et il y a pas de souci, bébé se rendort aussitôt. Et donc parfois, ça permet en fait de juste les rendormir et que c'est pas ils se réveillent pas parce qu'ils ont faim, mais bien parce qu'il y a le besoin de faire un rot qui les gêne parce que quand, on est allongé, c'est quand même fort inconfortable de pouvoir, faire un rot. Hop. Moi, j'ai fait un petit peu le tour, en tout cas, de ce que je pouvais vous présenter. En atelier, je vais beaucoup plus loin, parce que j'ai toutes les vidéos, donc je peux vous montrer, vraiment toutes les subtilités qu'il y a, dans les pleurs. Malheureusement, j'ai pas le droit de le faire là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds sans souci. Je vous ai fait une petite bibliographie, notamment autour des pleurs. Donc il y a «Il pleure, que dit-il?» qui a été qui a été traduit par Isabelle Filiosa, et qui est le livre, en fait, que Priscilla a sorti.
On a Pleurs et colère des enfants et des bébés d'Aletta Solter, qui est très intéressant, mais à lire quand on est dans un bon mood parce que je trouve qu'il peut être très culpabilisant, sinon, voilà, quand, on est en plein dans les pleurs, des fois, de prendre un peu de recul par rapport, à ce qui est écrit. C'est hyper intéressant, mais à le prendre avec du recul, quand on est un peu, voilà, dans la phase de dur. Pour une enfance heureuse, voilà, de Catherine Guéguen. Et il y a une vidéo, moi, que j'apprécie énormément, qui en plus a été fait en Vendée, donc Marie-Laure, tu plus sauras, je pense, qui est la vidéo «Je pleure, donc je suis», qui est une vidéo, qui est sur la prévention du syndrome du bébé secoué et voilà, qui est hyper bien faite, et que je trouve toujours très intéressante à partager. Pour ceux qui sont intéressés, le prochain atelier que je fais sera le vendredi 2 août à 20:00, et je vous ai fait un code spécial pour le coup, parce que comme je peux pas partager les vidéos, ça m'embête un petit peu. Donc voilà, je vous ai fait un code, juste, pour vous. Et puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh ben, je suis joignable, sur mon site internet ou via Instagram s'il y a des questions autres, que vous osez pas partager, pendant la réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des choses particulières? Merci beaucoup Anne-Laure. N'hésitez pas à poser voilà, vos questions là dans le chat pour qu'Anne-Laure puisse y répondre. On a encore quelques minutes avec elle. Ou des commentaires à faire, voilà, si le sujet vous a plu, s'il y a des... N'hésitez pas. Alors, Oui. une question, oui, voilà, Ouais, je les vois. c'est en visio. Ouais, c'est en visio. J'en fais de temps en temps en présentiel, mais en Vendée pour le coup, mais là, c'est en visio. Bien, merci. Il y a un petit pouce aussi. Merci de votre écoute. J'espère que ça a été instructif pour vous. Merci pour la conférence. Alors, je vais mettre ton lien, hop, de ton site web dans le chat. Voilà, et on le mettra évidemment du coup disponible aussi sous la vidéo pour le replay. Et tes coordonnées. Le site est plutôt en plus très bien fait. Vous pouvez rappeler jusqu'à quel âge de l'enfant le DBL peut nous aider? Alors, le DBL, on peut le pratiquer dès la naissance, jusqu'à environ 4-5 mois. En tout cas, ça peut aider encore après. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que l'oreille de l'adulte se soit habituée. J'ai des parents qui arrivent un petit peu plus tard, mais souvent quand l'enfant commence à babiller, on entend moins bien et on repère moins facilement, ce qui se passe, en fait, pour l'enfant. Donc vraiment, moi, je dis entre 0 et 5 mois, c'est hyper intéressant. Après, c'est plus difficile à appliquer. Puis après, pour communiquer avec les enfants, moi, je conseille de commencer à signer, pour le coup. Et là, ils peuvent nous partager vraiment leurs besoins. Alors souvent, hein, c'est hyper intéressant de signer dès la naissance et ils commencent souvent à faire les premiers signes, vers 9 mois. Mais voilà, il y a un petit laps de temps, mais passé 5 mois, c'est vraiment plus difficile de les entendre. Mais moi, je l'entends plus sur tous les bébés. Merci Anne-Laure. On a aussi Marine qui dit merci, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez voilà, des petits commentaires, des petites Alors moi, questions? là, c'est pour vous les filles, il y a Morgane qui demande combien de temps le replay sera disponible? Ouais, Manuel vient de répondre. Voilà, les replays sont disponibles un mois. On les met à disposition voilà, pendant un mois. Et d'autres qui seront sans limitation dans le temps. Comment s'inscrire pour l'atelier, Anne-Laure? Il faut m'envoyer un mail et puis, je vous envoie ou il faut me suivre sur Instagram, la com devrait sortir là, dans les jours à venir. Je vais mettre ton compte Insta aussi. Hop. Ça, on mettra toutes tes infos réseaux sociaux. Là, j'ai mis ton site web et je vais mettre hop, ton Insta dans le chat également pour que les gens puissent te rejoindre. Merci, très instructif. Ouais, j'espère que ça vous a parlé quand même, parce que c'est vrai que sans les vidéos, c'est quand même moins parlant, mais Combien de temps dure l'atelier l'atelier alors? Ouais. l'atelier dure 2 heures. À Parce 2 qu'en heures. plus, je vous donne plein d'astuces en fait, sur, les pleurs, sur,
voilà, je fais plein de choses en fait autour des pleurs et donc je donne plein d'astuces, que ça soit pour se détendre, pour apaiser les coliques, pour faciliter les sur voilà. Après, j'adapte aussi en fonction si j'ai des mamans allaitantes ou des mamans qui biberonnent. Voilà, et en fait, les conseils sont adaptés en fonction de combien il y a de parents pendant l'atelier. Et l'avantage des ateliers, c'est que souvent, on a des bébés qui pleurent en live. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez appliquer tout de suite les conseils, parce que, voilà, enfin, on entend et souvent, moi, j'aime bien quand on a déjà vu les pleurs, dire aux autres participants et aux parents, dire: «Bah, alors là, qu'est-ce que vous entendez? Moi, j'ai mon avis, mais» voilà, et c'est hyper intéressant parce qu'on entend des vrais bébés qui pleurent, même si ce sont des vrais bébés sur mes vidéos, c'est quand même pas la même chose qu'en live. Personne qui dit: «Je suis la bulle de maman, je vous ai suivi sur Insta». OK, merci. Il y a d'autres questions, d'autres commentaires pour Anne-Laure avant qu'on clôture ce live? Est-ce que vous faites pour les professionnels de crèche? Oui, je forme sans souci alors je fais des ateliers, j'ai pas le droit de former, il y a qu'une seule personne en France qui a le droit de venir, de former pour que vous puissiez devenir instructrice, mais sans souci, je peux, former soit les professionnels de crèche, soit, me déplacer carrément dans les crèches, pour former certaines équipes. C'est tout à fait possible. Pour pouvoir faire des ateliers et qu'après alors vous pourrez pas refaire les ateliers, mais vous avez un atelier enfin une attestation de participation à l'atelier, qui prouve que vous avez suivi un cours. J'ai d'ailleurs formé des collègues en maternité. Voilà. Atelier Il sur sera à Angers? 20h pour le coup l'atelier. Je le fais en fin de journée, souvent c'est là où les parents préfèrent ou parfois le samedi matin, les ateliers, pour les parents. Mais en maternité, voilà, j'ai formé des collègues et c'est très drôle parce qu'en fait, on connaît toutes les sons. J'ai formé, voilà, j'ai formé des sages-femmes aussi, où on connaît les sons. On sait, on dit: «Ah oui, celui-là, je l'entends souvent», mais on sait pas dire exactement pourquoi on sait que c'est ça ou pas. OK. Du coup, on va clôturer ce live avec Anne-Laure. On te remercie encore infiniment. Merci, merci, Avec merci plaisir. pour cette belle présentation et voilà, Merci à ton vous les filles de pouvoir, disponibilité. faire connaître le DBL parce que c'est une super approche, en fait. C'est génial, c'est tellement génial. Bah, super intéressant, merci. Moi, je fais des petits commentaires aussi, des bravos, petit clap clap. Merci infiniment Anne-Laure. Donc on met toutes les informations encore une fois, hein, dans le chat et sous la vidéo pour le replay, pour pouvoir suivre Anne-Laure et pouvoir la contacter aussi en direct si vous souhaitez, être accompagnée par ses soins. Merci, merci infiniment Anne-Laure, merci à vous tous et on vous dit du coup, à très bientôt pour la suite, hein, sur ce salon et d'autres événements. Bonne journée à tous.